Merci de choisir la première radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Pour démarrer, le village de Nguette, situé dans la commune de Ndiaganiao, est plongé dans le deuil après la tragique perte de 3 jeunes pêcheurs disparus en mer. En plus de cette douleur immense, les familles des victimes dénoncent les difficultés rencontrées pour récupérer les corps et appellent à un soutien de l'État. Elles demandent également des mesures pour freiner l'exode rural qui prend de plus en plus d'ampleur dans cette région. Pape Kairé, reportage. Les habitants de Nguette, dans la commune de Ndiaganiao, sont toujours dévastés suite à la mort de 3 de leurs fils pêcheurs. Leur pirogue a chaviré au large de Djiffer. 3 jeunes sont décédés, parmi eux un fils unique. D'après ce qui était avec eux à Djiffer, le pirogue a été frappé par une houle. Il n'y a que des débrouillards. Bon, à certaines heures, si tu viens faire ton reportage, tu ne trouveras personne ici parce qu'ils vont dans les périmètres maraîchers. Si le président de la République pouvait les appuyer, beaucoup de ces situations pourraient être évitées. Le plus désolant, ce sont les difficultés auxquelles les parents sont confrontés pour récupérer leur corps. Perdre ses enfants et ensuite éprouver d'énormes difficultés pour les récupérer, c'est très difficile. Le président doit nous aider là-dessus pour obtenir les papiers. Parfois, tu vas dans un bureau et on te néglige. L'absence d'opportunités économiques suffisantes dans cette zone et la dégradation des activités agricoles poussent ces populations à l'exode rural qui est devenu de plus en plus croissante. Ce qui attire ces jeunes de vouloir partir, c'est la bravoure, travailler pour soutenir leurs parents. Ce n'est pas uniquement les jeunes, mais c'est tout le monde, y compris les femmes. Actuellement, si tu viens dans le village, il ne reste que les plus âgés. Ils sont tous partis travailler. Ces populations lancent un cri de cœur au président de la République, natif de la localité. ndax amna heure boo xam ne boo fi ñëwoon tey def sa reportage bi doo fekkeen parce que nag ñu ngi ci àll bi fii di béy seen toolu dër yi quoi seen toolu dër yooyu nag le président de la République bu leen mayoon kattan ak doole rek kon xam naa ne lu bëri mu ngi xew rek kon mun naa bañ. Et puis, la Fédération de la Santé s'est dit ouverte au dialogue avec le gouvernement, mais reste inflexible sur certains points. Selon le secrétaire général de la Fédération, il n'est pas question de renégocier les accords déjà signés. En déplacement à Touba pour remobiliser ses troupes, la Fédération annonce une grève prévue les 13 et 14 mars 2025. Cher Cheikh, que je vous propose d'écouter au micro de Fallou Ndong. C'est pour ces raisons que nous avons bon espoir que les autorités vont comprendre qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir régler le problème. D'autant plus que les points de revendication ne sont pas des revendications nouvelles. C'est des accords qu'on avait signés avec le gouvernement et qui nécessitaient leur application, mais qui ont été appliqués de façon parcellaire. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le régime indemnitaire, certains agents ont reçu, ça veut dire tous les fonctionnaires, qu'ils soient administratifs ou de soutien, ont reçu leur indemnité, y compris l'indemnité de logement ou l'indemnité spéciale. Dans nos structures sanitaires, là où il y a les contractuels, où pratiquement 70% de ce personnel est constitué de personnel contractuel, tous ceux qui sont dans les soins ont reçu. Il ne reste qu'une petite portion de personnel administratif et de personnel technique qui n'a pas encore bénéficié de l'indemnité de logement. Mais nous ne pouvons pas comprendre que depuis 2021, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de poste budgétaire dans le cadre du recrutement au niveau de la santé et de l'action sociale. Nous avions demandé à ce qu'on fasse une loi rectificative des finances pour revoir, en tout cas sur le plan du budget, comment faire pour faire le transfert à un autre. Parce que nous nous sommes rendus compte que tout ce qui était des dépenses prioritaires ont été ponctionnés de façon drastique. Qui a intérêt à faire ça? C'est ce qui gère les marchés. Et tout l'argent a été gonflé, en tout cas au niveau des lignes budgétaires consistant à faire croire aux Sénégalais que le problème des structures sanitaires est un problème de relèvement du plateau technique. On a vu dans les structures durant la Covid où on a acheté des scanners qui sont tombés à panne moins de 6 mois.
Direction le sud du pays. Les habitants de Tobor expriment leur mécontentement après une rencontre avec le gouverneur de Ziguinchor. Ils l'accusent de soutenir la poursuite du déversement des ordures ménagères de la ville sur leur territoire. Inquiets pour la santé de la population, ils réclament des mesures immédiates. Écoutons les propos du docteur Lamine Djedjou, habitant de Tobor, au micro de Ginette Aïssatou Badji. On fait une déclaration parce qu'on est sorti de l'audience avec le gouverneur insatisfait. Un parti pris lors de la rencontre d'aujourd'hui. C'était manifeste. Le gouverneur avait en apparence là pris fait et cause pour ceux qui l'appellent, ceux qui sont pour le projet. Et c'est pourquoi on fait cette conférence de presse rapide pour informer la population de la région, la population du Sénégal et le monde entier que nous sommes sortis de notre rencontre chez le gouverneur insatisfait de la manière dont ça s'est déroulé parce qu'il y avait un parti pris manifeste de la part du gouverneur. Pourquoi je dis que ça a été un parti pris? Ce qu'il nous a dit, c'est que ils vont continuer de verser la poubelle dans la carrière qui se trouve au milieu du village à Tobor. Point. Barre. Nous, on est très déçus, très déçus. Personnellement, je suis très déçu. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On est très déçus parce qu'on pensait que c'est une réunion de conciliation pour trouver une solution autre que de continuer de verser la poubelle au milieu de notre village. Mais ce n'était pas le cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. On sentait que les dés étaient pipés comme ils l'ont été depuis le début de cette affaire. On va continuer la lutte. C'est certain que ce n'est pas moi qui décide. On va se concerter comme on l'a toujours fait. Notre force, c'est la concertation. On va continuer de se concerter pour choisir d'autres formes de lutte qui vont amener les autorités à la raison. C'est-à-dire à comprendre que ce déchet-là est un déchet toxique. J'insiste sur le mot toxique. Parce qu'en même temps, un déchet toxique est dangereux pour l'environnement et la vie des populations de Tobor et de Boutouma. Restons toujours dans cette partie du sud. À Sédhiou, les femmes ont célébré la journée internationale des droits des femmes du 8 mars en mettant l'accent sur la spiritualité. Sous le thème Femmes et religion, cet événement a été animé par plusieurs conférenciers offrant un espace de réflexion et de partage sur le rôle des femmes dans la société, dans la religion et leur contribution spirituelle à la société. Compte rendu, Oumar Sissé. Femmes et religion, tel est le thème choisi par les femmes du département de Sédhiou pour célébrer la journée du 8 mars cette année. On a tantôt cité les problèmes des femmes et tout ça se regroupe dans le rôle de la femme. Maintenant, le rôle de la femme ne s'arrête pas dans le cadre du travail, mais aussi dans sa religion, quel doit être son rôle. La femme qui se dit émancipée, la femme qui se dit outillée, la femme qui est vraiment au top, comment elle doit se sentir dans sa famille, comment elle doit se comporter dans sa religion. Cela revient à dire que le 8 mars ne doit pas être marqué uniquement par des activités folkloriques, mais plutôt être un moment où les femmes doivent aussi apprendre à mieux connaître leur religion. À cet égard, les panélistes sont revenus sur plusieurs points au cours de cette manifestation. On a essayé de parler d'abord de la situation de la femme avant l'arrivée des religions. On peut dire que les civilisations aussi, après même l'arrivée des religions, comment eux ils ont vu la femme. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de tactique ou bien des pensées que l'islam ne doit pas vraiment accompagner. Si c'est des pensées nobles, même si ce n'est pas noble, mais l'islam viendra pour éradiquer ça, pour vraiment il te met dans le droit sommet. Ils nous ont expliqué vraiment quelle devrait être notre place dans cette société si on veut vraiment suivre les préceptes de l'islam et vraiment avoir la bénédiction de nos maris. À l'issue de cette rencontre, un sentiment d'accomplissement collectif s'est installé et chacune est repartie avec un nouveau regard sur son rôle, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu'actrice de sa propre évolution spirituelle. Et puis pendant ce temps, les femmes du département de Vélingara souhaitent contribuer à la vision 2050 du chef de l'État, mais font face à plusieurs difficultés, notamment l'accès à la terre, bien qu'elles soient majoritairement agricultrices. D'autres obstacles incluent l'accès à la formation et au financement. Ces problèmes ont été abordés lors de la Journée internationale des droits de la femme sur le thème Vision 2050, place, rôle et apport des femmes du département de Vélingara. Amisen, spécialiste en genre et panéliste, nous en parle au micro de Maria Maba. Moi, je pense que la question du foncier, l'accès au foncier, c'est vraiment l'un des nœuds gordiens des problèmes des femmes au Sénégal de manière générale. Pourtant, en termes d'armature, en tout cas juridique, l'État a tout prévu pour que véritablement les femmes comme les hommes, en tout cas tout le monde, ait accès à la terre.
Je pense qu'en ce qui se concerne notre réglementation, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes pour leur accès à la terre. Mais ce qui se passe, c'est que véritablement, généralement, les femmes n'ont pas accès à l'information. C'est ça le grand problème. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers beaucoup de sensibilisation envers les femmes. Et j'en veux simplement pour preuve la circulaire 0849 du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui donne en tout cas, qui fait des quotas positifs pour les femmes en termes d'accès à la terre, en termes d'accès aux eaux, en termes d'accès au matériel agricole. Donc c'est véritablement quelque chose qui est là et les femmes ne sont pas au courant. Et comme elles ne sont pas au courant, donc elles ne peuvent pas exiger ce qui leur revient de droit. Donc c'est ça le véritable problème. Et moi je pense que de ce point de vue, Vélingara a beaucoup de choses à faire parce que beaucoup de femmes s'activent à l'agriculture et surtout à la riziculture. Elles travaillent beaucoup dans la riziculture. J'en veux pour preuve la vallée de l'Anamé. Et pour terminer cette édition, direction la région de Fatick en cette période de Ramadan, doublée d'une forte chaleur, les boissons sont essentiellement prisées et les barres de glace deviennent indispensables au moment de la rupture du jeûne. Cependant, l'eau fraîche reste difficile à trouver en milieu rural où l'accès de la glace est limité, notamment en raison du manque d'électricité dans certains villages et de la forte demande. Reportage Ami Sa. Dans la zone centre, plus particulièrement dans la région de Fatick, le mois de Ramadan est toujours marqué par une forte canicule. Pour étancher leur soif après une longue journée de jeûne, les populations se tournent vers la glace en barre. Avec le mois de Ramadan, là vraiment il fait chaud. Ça va, on gère, on essaie d'adapter. Une fois la rupture, le premier que tu penses en tête, c'est d'avoir l'eau fraîche pour boire, pour le fait de faire descendre comme ça. Avec le salaire que tu as utilisé toute la journée. Cependant, la demande dépasse largement l'offre, rendant cette denrée difficile d'accès. La vente marche à merveille parce qu'il fait très chaud ici. On épuise notre glace avant 17h même. On vend de la glace chaque jour parce que l'eau fraîche est trop prisée. La situation est encore plus compliquée dans les petits villages non électrifiés où le prix de la glace reste relativement élevé. Dans les villages comme Sumbel et Djedjan, on vend la barre à 150, 200 voire plus. Quand même, les gens vont acheter. Au moment de la rupture du jeûne, nous avons besoin de boire de l'eau fraîche. Ceux qui habitent dans les villages les plus reculés n'ont pas d'électricité. Ils achètent la barre de glace à 300 francs. C'est très difficile pour les familles qui en achètent jusqu'à 4 ou plus. Malgré ce coût, les jeûneurs n'hésitent pas à en acheter pour se rafraîchir. Cette rareté profite alors aux vendeurs qui réalisent d'importants bénéfices grâce à la forte demande. C'est cet reportage de Ndé Amissar qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, vous aurez le journal en Pulaar. Et quant à moi, je vous retrouve vers 14h pour le journal en Diola. L'information continue sur www.irak.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.